chers frères. Je voudrais donc vous proposer, pour commencer, c'est une tâche un peu redoutable de commencer sur un si vaste sujet, une réflexion un petit peu introductive, une sorte de panorama un peu bricolé, sans avoir d'autres prétentions que celle de débroussailler un peu un terrain qui se présente de toute façon des origines à nos jours sous les aspects les plus complexes. Alors, je me contenterai de lire mon texte. Avant, je suis trop loin du micro, là on n'entend pas? Est-ce que ça va mieux? Voilà, ça va? Bon, très bien. L'essence de l'arbre, du jaguar ou du chou-fleur exige dans la perception que nous en avons la profondeur d'un retrait de ces objets hors de leur sphère et mode d'existence singulier. Pourtant, si l'abstraction est un réflexe naturel de l'intelligence, elle s'oppose à la complexité en mouvement de l'être humain. Si bien que l'essence de l'humain ne semble pas concevable autrement qu'en relation avec son existence d'être parlant, de par l'être. Par l'être est une sorte d'acronyme de mots composés que l'on doit au psychanalyste Jacques Lacan. Elle se déplace, cette essence, à travers la forêt de ce langage qu'il est le seul, de tous les animaux, à posséder, du moins à un niveau de complexité qui autorise le Tao Te Ching de Lao Tzu ou le guide des égarés de Maïmonide, un langage donc qui n'est pas situé sur le même plan que celui des dauphins ou des primates, compliquant ainsi singulièrement sa tâche, tant sont nombreux les modes d'existence, les croyances, les expressions et les milieux humains, conférant ainsi à cette question de l'essence de l'humain la forme d'une quête perpétuelle et jamais achevée. L'essence de l'humain se résoudrait-elle alors dans le culturalisme? N'y aurait-il pas un propre de l'homme? La philosophie n'aura pas cessé de chercher des réponses universelles à cette question, comme pour lever l'énigme qui la porte, conjurer l'inquiétude qu'elle nourrit, universaliser la diversité des existences humaines qui la soutient, et même si ces réponses ont évolué, voire nous semblent aujourd'hui dépassées, en raison des progrès de la science, nous n'en avons jamais tout à fait fini avec la présence de cette question dans la philosophie, la religion ou la vie, et j'ajouterai ce soir la vie maçonnique. Notre assemblée, notre réunion de ce soir est la preuve même de l'actualité brûlante, vivante de cette question. Si bien que la question de l'essence de l'homme est celle d'un singulier pluriel, d'un étrange va-et-vient entre l'être et le devenir. Pour Aristote, c'est en effet le logos qui est l'essence de l'homme, cet animal rationnel. Suffit-il pourtant, pour situer l'homme, de le placer simplement en tête de la lignée des mammifères supérieurs, en lui accordant cette primauté, parce qu'il se trouve doté d'un caractère, d'une différence spécifique qui le distingue de tous les autres membres de cette lignée, proche et lointain, ce critère étant la rationalité. Pour Descartes, l'essence de l'homme, c'est le cogito, qui affirme le primat et la souveraineté du sujet pensant face à l'objet et à l'étendue, ce que Descartes nomme la res extensa. C'est le fameux dualisme cartésien du sujet et de l'objet. Montaigne se méfie pourtant de ces formes et formules trop définitives, dans lesquelles les philosophes voudraient contenir l'essence de l'humain, si bien que dans le tome 3 des Essais, il écrit ceci: « Les autres forment l'homme, je le récite. » Et il ajoute: « Je ne peins pas l'être, je peins le passage. » Au point que, se dégageant progressivement du fixisme de la raison grecque et de l'abstraction du cogito cartésien, Sartre renversera la perspective et finira par dire que l'essence de l'homme peut être une oppression, ce qui le conduira à formuler l'idée que l'existence de l'homme précède l'essence. Je cite Sartre: « Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après coup. L'homme
tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Un autre trait distinctif de cette essence problématique de l'humain, c'est qu'elle est le plus souvent définie des origines de cette question jusqu'à nos jours par un certain flottement, une certaine confusion, mais aussi par un certain rapport constant d'opposition aux autres êtres, l'animal d'un côté, le divin de l'autre. Mais cette place, cette position, ne semble pourtant jamais assurée, elles sont branlantes, comme dit Montaigne, et le curseur de l'homme à l'animal, comme de l'homme à Dieu, comme de l'homme à la machine, ne cessera de se déplacer sur la flèche du temps, soulignant cette inadéquation originaire de l'humain au lieu et place qu'il prétend occuper dans la hiérarchie des êtres vivants ou suprasensibles. Comme si l'homme ne collait jamais pleinement à l'image qu'il se fait de lui-même, aux représentations qu'il se donne. L'essence de l'homme nous est ainsi toujours donnée par défaut ou par excès, accordée par la raison et confisquée par les dieux, et dans le voisinage toujours inquiétant du fini et de l'infini. Ce flottement, cette altérité ou cette étrangeté à lui-même, ils ont nourri entre autres la pensée du judaïsme, des commentaires de Rachi jusqu'à Emmanuel Lévinas, comme ils sont au centre de cette forme singulière de la connaissance qui conduit à l'égarement de celui qui connaît et qu'on nomme poésie. On connaît le fameux « je est un autre » rimbaldien, commencé du mythe de Prométhée jusqu'à la néothénie, cette science de l'inachèvement originaire de l'homme, qu'il faut de l'autre pour faire un homme, du grand autre des religions monothéistes, à cet autre qu'est l'éducation, jusqu'à l'autre de la technique sans laquelle nous ne pourrions vivre. Éternel malentendu. Le problème, c'est que, avec tous ces autres en nous, nous n'avons jamais entretenu que des relations conflictuelles. Par exemple, avec la technique, que tantôt nous survalorisons et idéalisons, et que tantôt nous diabolisons et reléguons dans la seule intendance des moyens techniques, ne comprenant pas, comme l'enseignait Gilbert Simondon, que la technique est culture et que la culture est technique. Et il faut accepter, petite parenthèse que je fais, de ce malentendu de l'homme et de la technique, le cas de l'instrument de musique, qui fait d'autant plus corps avec le musicien que celui-ci le respecte et que la musique est ce rapport qui les égalise. Entre le moins d'hommes et le plus d'hommes, entre le roseau penchant pascalien et le surhomme nietzschéen, l'essence de l'humain est cette quête sans fin qui conduit ce vivant à rechercher une place mieux assurée dans l'univers et à mieux comprendre ce grand autre qui est la mort qui l'attend et qui s'invite dans sa vie pour le pousser à l'existence, à exister, à s'extasier, à s'extérioriser hors de son monde, à sortir de ce subjectum, de cette condition de sujet jeté par en dessous, littéralement parlant, qu'il est originairement. Mais quelle est donc l'essence de l'homme? Ce drôle d'être parlant qui ne paraît pouvoir vivre que par excès ou par défaut. Comme dit Valère Novarina, poème que j'aimais beaucoup et que je lisais parfois tout seul dans le désert quand j'étais en poste dans le désert, à Ouarzazate, d'où vient qu'on parle, que la viande s'exprime? Et cette question brutale, cette affirmation poétique et nue, curieusement, n'aura pas cessé de s'intensifier, alors même que les progrès de la raison, de la science, de la technique et de l'humanisme, et de la foi en la perfectibilité humaine, ne cessèrent de s'intensifier. À partir du cogito cartésien, et à travers l'affirmation de ce sujet, maître et possesseur de la nature, jusqu'au crime du XXe siècle, et à cet arraisonnement de la nature, humaine comme extérieure à l'humain, qui se retourne aujourd'hui contre nous. Pourtant, c'est aussi dans cet héritage paradoxal, celui de Descartes et du dualisme, que s'avancent les grandes philosophies du XXe siècle jusqu'au structuralisme.
on n'en finit pas si vite avec le paradigme dualiste du sujet et de l'objet. Et le sujet souverain n'en continuera pas moins d'être un sujet, mais un sujet assujetti, qui verra son essence concurrencée par ce que l'on appellera ici avec Francis Wolff, philosophe qui a beaucoup de succès en ce moment à la GLNF, et peut-être aussi au Géo, et je m'en réjouis. Donc, que l'on appellera ici avec Francis Wolff le postulat culturaliste des sciences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sujet assujetti l'est en ce sens qu'il n'y a pas d'essence de l'homme aux yeux de ce postulat, parce que la réalité humaine est située en deçà de l'homme. Encore cette inadéquation de l'homme à lui-même. Je cite Francis Wolff, dans le postulat structuraliste, qui réalisait au mieux ce postulat culturaliste dans la France de la seconde moitié du siècle dernier, l'homme est un sujet assujetti, mais indéfinissable, parce que son être dépend de ce à quoi il est assujetti et qui est infiniment variable psychologiquement, sociologiquement, culturellement, psychologiquement, je l'ai dit, et psychanalytiquement, j'avais envie d'ajouter, historiquement. Ainsi, après le structuralisme, la remise en cause de l'essentialisme de l'homme se poursuivra, en particulier à travers la montée en puissance des technologies du calcul. Je cite 2 ou 3 ou 4 philosophes que j'apprécie beaucoup, Bruno Latour, Peter Sloterdijk, Gilbert Simondon, déjà cité, et aussi Augustin Berg, qui considère, lui, qu'à l'ontologie, à la question de l'essence de l'humain, il aura toujours manqué un accord avec la géographie, mais je n'ai pas le temps de développer, c'est-à-dire une pensée de l'écoumène, une pensée de la relation de l'homme au milieu qu'il investit, qu'il habite, etc. Et en effet, avec ces avancées, la question de l'essence de l'humain ne disparaît pas, mais elle se déplace au croisement de l'être humain et de ses dispositifs d'autant plus puissants qu'une même technologie de calcul les réunit dans un milieu réseau mondial et que leur technicité semble reléguée en tâche de fond, comme naturalisée par un design de plus en plus sensoriel qui la rend invisible. Finalement, cet envahissement problématique pour l'essence de l'homme, des objets et des dispositifs techniques, nul, mieux que Michel Foucault, ne l'aura formulé à la fin de son opus magnum, Les mots et les choses, quand il déclare que le un qu'était l'homme s'efface, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Comme le remarque Jean-Claude Milner, ce qu'il faut peut-être retenir de cette formule, c'est moins l'effacement du visage de l'homme que l'effacement de la limite et le surgissement de cette illimité qu'il nomme technique et qui vient en substitut de l'homme. Si bien qu'il faut se rendre à l'évidence de cette illimité qui se traduit aujourd'hui dans ce nouveau paradigme qui n'est plus celui de l'homme structural, mais de l'homme neuronal, pour parler avec Jean-Pierre Changeux évoqué tout à l'heure, ou si l'on veut, le paradigme computationnel. À mon avis, il faudrait peut-être plutôt parler de paradigme connexionniste, mais je laisserai Laurence de Villers peut-être faire le job à ce sujet. Nouveau paradigme qui tend aujourd'hui à imposer le dépassement des limites comme une seconde nature, comme un nouveau naturalisme. Si bien que, si la réalité de l'homme était située en deçà de lui-même avec le structuralisme, elle est située désormais au-delà de lui-même, dans le franchissement des frontières qui séparaient l'homme de l'animal, avec l'animalisme. Et il est vrai que nous vivons parfois le temps paradoxal d'un ensauvagement de l'homme et d'une anthropologisation de l'animal, mais aussi le franchissement des frontières qui séparaient l'homme de la machine avec le posthumanisme. Voilà. Tel est le nouveau paradigme de la réalité humaine. Ce nouveau paradigme signifie-t-il pourtant la fin de la spécificité humaine? Ce n'est pas certain. Car cette présence troublante, envahissante, des outils, de la technologie, de l'intelligence artificielle, des dispositifs, mais aussi d'un réseau de neurones devenus milieu et unique horizon d'attente, ces inquiétudes quant à la survie même de l'espèce humaine, consécutives à l'abus de son pouvoir sur les autres espèces, qui produit en retour l'effet boomerang de l'animalisme, dont a parlé Jacques tout à l'heure, devraient aussi nous réjouir, et pas seulement nous inquiéter. Car s'il y a un trait commun à tous les maçons,
c'est bien la présence des outils dans ce lieu appelé une loge et que l'on associe souvent à un atelier. Certes, ces outils sont aussi et surtout des symboles. Mais justement, ils n'en témoignent pas moins de la présence à l'arrière-plan de la maçonnerie spéculative, de la vieille maçonnerie opérative et du lien obscur, immémorial, secret, qui attache la techné et le logos, les outils et les symboles. Repenser les mots et les choses, les symboles et les outils dans l'héritage conflictuel de cette crise en quelque sorte originaire de l'essence, de l'essentialisme et du propre de l'homme, ce serait là donc non seulement une tâche noble, mais une tâche aussi désirable. S'il est vrai que le propre de l'homme, de la maçonnerie universelle, c'est de retourner inlassablement le passé dans l'espace hors-temps du temple et du rituel. Car le rituel n'a pas son sens dans la seule répétition de l'accompli, mais dans l'ouverture continue du temps vers ce progrès de chacun et de tous. Il en va en somme du rituel comme de l'automatisme. Un automatisme est bien, dans un premier sens, ce qui s'impose à nous et qui échappe à notre contrôle. Machine qui présente le risque de flatter en nous la routine et la force des stéréotypes, des automatismes culturels. Mais en un autre sens, un automatisme est un mécanisme qui se meut par lui-même sur un mode autonome et libère l'organisme de ses propres entraves. La question de l'autonomie est certes au cœur des machines de notre temps sur un mode qui peut raisonnablement inquiéter. Mais elle n'en continue pas moins d'être aussi dans le cœur des humains comme éternelle question qui l'agite entre réflexe et conscience réfléchie, entre autonomie et hétéronomie. Et cela, les promesses et les menaces de l'homme augmenté le lui rappellent, et c'est peut-être une bonne nouvelle. Et c'est sans doute aussi pourquoi les chercheurs s'intéressent beaucoup au reverse engineering, c'est-à-dire à l'étude des processus de fabrication, et plus encore au chemin inattendu ou aux sentiers qui bifurquent, qu'empruntent parfois les robots et les automates en général pour parvenir à une solution. Solution difficile à comprendre, parfois pour un humain, mais une solution qui leur pose aussi de nouvelles questions, en même temps qu'elle ouvre de nouvelles pistes à leur imagination technique, comme pour relativiser la crainte de la robotisation des comportements humains, de la mécanisation de la sensibilité, et nous obliger ainsi à sortir des sentiers battus de l'humanisme de consolation. Je dois à notre grand orateur Bruno Pinchard cette formule, je trouve, très pertinente et très percutante, d'humanisme de consolation. Nous ne pouvons plus nous autoriser, nous permettre un humanisme de consolation. Voilà ce que je pense profondément. Ça ne signifie pas qu'il faut renoncer à l'humanisme, ni chercher à se consoler. Intelligence artificielle et art royal. À travers le va-et-vient permanent et comme l'infiltration réciproque de l'intelligence naturelle et de l'intelligence artificielle, du biologique et du technologique, ce sont aussi les anciennes formules des arts mécaniques et des arts libéraux qui se réinventent, lesquels, on le sait, sont au cœur de l'art royal de la maçonnerie. Un art qui, comme tout art digne de ce mot, exige de se poser la question de la conscience, et je devrais dire de la conscience phénoménale par opposition à la conscience psychologique, la question de la vigilance, de l'intelligence face à la bêtise qui toujours menace. Et ils sont assez nombreux, ceux qui se posent, de David Bates à Bernard Stiegler chez nous, en même temps que celle qui se pose la question de l'intelligence artificielle, en même temps que celle de la bêtise artificielle. Un art tendu vers le futur, donc, le travail d'un maçon ne s'arrête jamais, autant que vers le passé, parce que tout art invente ses prédécesseurs en regardant vers l'avenir. En ce sens, il y va, à l'œuvre dans la loge, d'un certain messianisme, si l'idée messianique est bien la foi en l'humanité. Un messianisme qui n'annonce aucun nouvel âge d'or, ni ne promettrait aucun paradis, autrement que sur un mode allégorique, et qui se tiendrait aussi loin de l'eschatologie, cette science des fins dernières de l'homme, que d'un certain solutionnisme hâtif, propre à l'évolutionnisme néo-darwinien, car dans l'une et l'autre de ces formules de la pensée,
c'est toujours d'un certain renoncement à la liberté qu'il s'agit. Et je n'oublie pas que les maçons sont d'abord des libres penseurs. D'un renoncement au présent, à cette ouverture ou cette heureuse dilatation du temps présent que l'on nomme Grégor, renoncement par suggestion au temps de la croissance exponentielle et des technologies, un temps de la hâte et de la précipitation donc, et ce temps de la hâte, c'est aussi le temps de la recherche des solutions parfois finales. On n'a qu'à se retourner vers le XXe siècle pour comprendre, après les années folles, en quoi la solution finale était une solution de précipitation du temps, en quelque sorte. Voilà. En même temps que dans ces deux formules de la pensée qui nous projettent de manière eschatologique vers un futur qui serait celui du post-humain, nous réduisons cette étonnante faculté de sapiens à durer sur la flèche d'une évolution, sur la flèche du temps d'une évolution qui pourrait être créatrice, et c'est heureux qu'elle soit créatrice, elle n'a jamais autant été qu'aujourd'hui, n'en est pas moins étonnamment conservatrice. Il faudrait sortir de l'opposition entre les bioconservateurs et les transhumanistes, voilà. Entre conservatoire et laboratoire, se tient l'être humain et peut-être son essence. Comme d'ailleurs les œuvres de l'art, ces objets que nous ne pourrons jamais totalement comprendre ou arraisonner, fragiles, différents, métaphysiques.